Alors déjà, un quatuor à cordes, c'est deux choses en une. Premièrement, c'est un ensemble de musiciens composé de deux violons, d'un alto et d'un violoncelle. Cette structure existe depuis qu'on a bien établi la distinction entre soprano, alto, ténor, basse dans les chœurs. Autrement dit, depuis le Moyen-Âge. Quand est-ce que vous comprendrez que tout vient de là? Puis à la Renaissance et au début de la période baroque, quand on écrivait à quatre voix, on n'écrivait pas nécessairement pour quatre instruments bien précis. Du coup, on pouvait retrouver la même pièce jouée par un ensemble de quatre violes, comme chantée par un chœur à quatre voix. Mais à la fin de la période baroque, période à laquelle pas mal de choses vont se fixer, on va voir apparaître dans les orchestres le pupitre de cordes. Du coup, on se dit que ce serait bien de ne composer que pour un petit ensemble de cordes. Un premier violon qui est un peu le lead, avec les mélodies principales et les parties les plus virtuoses. Un second violon plus effacé qui aura le droit aux secondes voix, et jouera souvent un jeu de questions-réponses avec le premier violon ou même avec les autres instruments. Un alto qui aura un rôle d'accompagnant et qui du coup a encore aujourd'hui cette réputation d'être un instrument qui ne joue que des parties sans aucun sens, ou alors des parties uniquement composées de mi et de fa avec des rythmes très simples. Mais en même temps les gars, vous faites pas trop d'efforts quoi. Et enfin un violoncelle qui jouera aussi un rôle d'accompagnant, mais ayant le rôle de basse, il aura des parties beaucoup plus logiques et beaucoup plus variées que les altos. Nous voilà avec notre ensemble et ainsi notre première définition du quatuor à cordes. La seconde chose qu'on va définir comme quatuor à cordes, c'est une forme musicale. Durant la période baroque, encore une fois, on fixe les choses, que ce soit les ensembles ou que ce soit les formes de pièces. Et avec le quatuor à cordes qu'on va voir apparaître comme un genre à part entière à partir de la moitié du XVIIIe siècle, on va petit à petit fixer une forme. Alors on peut pas vraiment dire quand ça a commencé précisément, mais on sait que celui qui fixera vraiment cette forme, c'est Joseph Haydn. Le quatuor à cordes sera donc en 4 mouvements. Premier mouvement, toujours plutôt vif. On commence à la fois tranquillou et à la fois un peu fort quand même, pour que les gens soient contents d'être là. Dans ce premier mouvement, on a toujours une forme sonate. Alors la forme sonate, très brièvement, c'est une forme qui est composée d'une partie A, dans laquelle on va présenter deux thèmes, puis d'une partie B, dans laquelle on va varier et moduler ces thèmes, et d'une partie A', où on reprend ces thèmes, et où on fait une formule cadentielle pour annoncer la fin. C'est carré, c'est précis. Le deuxième mouvement est toujours un peu lent, c'est pour faire un peu pleurer dans les chaumières. Le troisième mouvement est toujours assez allant, assez dansant. C'est un menuet, un scherzo ou un scherzando. Il est un peu là pour réveiller les 2-3 du fond qui dorment après le deuxième mouvement lent, et il se base sur une danse à 3 temps. Le quatrième mouvement, lui, c'est le plus vif. Il est là pour montrer la virtuosité des musiciens, pour qu'ils puissent se la péter un peu et que tout ce quatuor finisse dans un tonnerre d'applaudissements. Faut pas croire que les choses étaient laissées au hasard. Le quatuor à cordes devient avec Haydn, puis avec Mozart, l'une des formes les plus raffinées et les plus accomplies qui soient. Savoir composer un quatuor à cordes dans les règles de l'art est une des choses les plus compliquées en composition. Du coup, certains des plus grands compositeurs ne s'y risqueront pas avant un certain âge. Par exemple, Beethoven ne composera son premier quatuor à cordes qu'à ses 30 ans. Et quand on sait qu'il a commencé la composition à 12 ans, on se dit qu'il a quand même attendu vachement longtemps avant de vouloir s'y risquer. Mais comme Beethoven reste avant tout Beethoven, il va prendre le quatuor à cordes et lui chercher une nouvelle forme. Ces quatuors ont parfois 6 mouvements, parfois 7 et souvent 4. Mais pas agencés dans le même ordre qu'Haydn. Faut pas rester trop classique non plus avec Beethoven. Par exemple, prenons son concerto numéro 16, le dernier qu'il composera et qui est aussi la dernière œuvre qu'il finira. Et il ne l'entendra jamais en concert pour cause de mort. On a un premier mouvement allegretto. C'est plutôt rapide, on a notre forme sonate, tout colle. En deuxième mouvement, on a un vivace, c'est-à-dire vif, encore plus rapide que le précédent. Ça change du traditionnel mouvement lent. Troisième mouvement, lento. Ah bah voilà notre mouvement lent. Et quand on sait qu'Haydn, avant de fixer sa forme, mettait parfois les mouvements lents en troisième position, on se dit pourquoi pas.
Quatrième mouvement, grave, allegro. Alors, c'est plutôt rapide, mais en même temps pas vraiment, parce que dans ce mouvement, on retrouve parfois des tempi adagio, c'est-à-dire plutôt lents. En fait, c'est un jeu de questions-réponses. Au début de ce mouvement, on peut lire en allemand, mais je vous la fais en français, le faut-il? Il le faut. Et en fait, ce quatrième mouvement serait une parodie d'un dialogue que Beethoven a eu avec un riche bourgeois qui voulait rentrer dans un concert sans payer, et disant donc d'un ton grave « Le faut-il ?» Et Beethoven lui rétorquant d'un air plutôt badin « Oui, il le faut », d'où ces oppositions de tempi et de sentiments musicaux. Tout squatward, dans lequel il n'y a pas de mouvement de danse, joue sur cette alternance entre grave et léger. Et d'ailleurs, est-ce que ce ne serait pas la réelle raison de ce « le faut-il » écrit sur la partition? Est-ce que Beethoven ne s'interrogerait-il pas sur la forme même du quatuor à cordes? Ce dont on est sûr, c'est que Beethoven pose le quatuor dans des sphères encore plus élevées que ses prédécesseurs. Plus que jamais, le quatuor à cordes devient un genre que seuls les plus subtils des compositeurs peuvent prétendre maîtriser. D'ailleurs, Wagner ne s'y sera essayé qu'une fois à ses 16 ans et sans jamais retenter l'aventure. C'est un genre qui représente souvent l'aboutissement d'une carrière de compositeur. Par exemple, faisons un petit bond dans le temps et allons en 1924 avec le seul et unique quatuor de Gabriel Fauré. Ce sera la dernière œuvre qu'il composera. Parce que oui, ce genre fait peur. Et Fauré ira même jusqu'à dire à sa femme « C'est un genre que Beethoven a particulièrement illustré, ce qui fait que tous ceux qui ne sont pas Beethoven en ont la frousse. Alors, tu peux penser si j'ai peur à mon tour. » Ainsi, comme cerise sur le gâteau d'une œuvre déjà magnifique, Fauré nous offre ce quatuor dans lequel chaque instrument trouve sa place. Et oui, même l'alto. Et la forme de ce quatuor n'est pas des plus académiques. Car si le premier mouvement est bien joué à un tempo relativement rapide et de forme sonate, l'entièreté de ce quatuor ne comporte que 3 mouvements et tous plutôt rapides. Et encore une fois, sans mouvement de danse. Ce quatuor à cordes raffiné vient clôturer la carrière de Fauré, ainsi que sa vie. Car malheureusement, il n'entendra jamais ce quatuor en concert de son vivant. Ni dans sa mort d'ailleurs, mais alors après, ça c'est un autre débat. Ouais, l'héritage de Beethoven est lourd à porter à ce point. Mais si ce dernier était le maître incontesté du genre lors du 19e siècle, le 20e siècle ne sera pas en reste et aura son propre virtuose, Bela Bartók. Il continuera le travail initié par Beethoven en continuant d'interroger la forme du quatuor à cordes. Et son dernier quatuor à cordes sera la parfaite conclusion de son travail sur le sujet. Le quatuor tel que le concevait Haydn est complètement déconstruit. Déjà, c'est presque l'alto qui a le premier rôle. Oui, messieurs, dames, oui, allez-y. Ensuite, sa forme est unique. Elle tourne autour d'un mesto, un thème triste et mélancolique qui sera repris au début de chaque mouvement dans différentes tonalités et toujours légèrement variées. Le premier mouvement est carrément un vivace, donc là il commence fort. Ensuite, à défaut d'un mouvement lent, on se retrouve avec une marche en guise de deuxième mouvement. Le troisième mouvement est un mouvement de danse, mais il est ironisé. S'il est bien à 3 temps, il est appelé burletta. Ce mot peut avoir le même sens que scherzando, à savoir badin, mais il a aussi le sens de burlesque. Et ce mouvement est effectivement burlesque. Il semble être une caricature de danse. On y voit une danse pleine de malaise, pleine de ridicule, complètement dépourvue de joie. Enfin, dans le quatrième mouvement, la mélodie du mesto peut être complètement décousue et développée. Elle va être la base de ce dernier mouvement, dont le tempo lent est à l'opposé de ce qui se faisait jusqu'alors. Ce quatuor a été composé en 1939, donc on peut y voir la peur de la Seconde Guerre mondiale arrivant. Bartók se questionnant sur l'absurdité de ce monde, que l'on voulait construire d'une certaine manière, et qui s'effondre finalement comme un château de cartes. Alors, rester dans le monde d'avant et composer comme avant, le faut-il ? Et après Bartók,
Et bah après, le quatuor à cordes est toujours à l'honneur. Il reste aujourd'hui encore l'un des genres les plus composés et les plus joués de la musique savante occidentale. Et si vous voulez en écouter et en voir en concert, le 6 octobre prochain, durant la Nuit Blanche parisienne, vous pourrez venir assister dans la salle des Nymphéas du musée de l'Orangerie, tout de même, à la Nuit des Quatuors organisée par Pro Quartet. Bien sûr, de grands quatuors historiques seront joués, comme les 3 derniers dont on vient de parler. Mais ce sera aussi l'occasion d'entendre 10 créations mondiales. Et ouais, 10 œuvres qui seront données pour la toute première fois en concert. Ils sont comme ça chez Pro Quartet. La petite plus-value, et qui moi me plaît particulièrement, c'est que ces quatuors seront uniquement composés par des compositrices. Ça, c'est le feu. D'autant qu'en termes d'interprètes, il y aura de sacrés grands noms. Personnellement, j'y serai, alors j'espère vous y croiser. Mais de toute façon, je vous mets toutes les informations en description, alors allez vraiment faire un tour, ça devrait pouvoir vous plaire. Allez, n'hésitez pas à commenter pour me dire quel est votre quatuor à cordes préféré. Personnellement, j'ai une petite préférence pour La jeune fille et la mort de Schubert, comme beaucoup de monde, je crois. Et on se voit vite pour un prochain épisode. Du coup, peut-être au 6 octobre, et d'ici là, n'oubliez pas que la curiosité n'est pas forcément un vilain défaut. Ça fait une éternité que je l'avais sortie, celle-là, purée. Tchuss!